Le dernier achat manga date d'avril 2024. Est-ce que j'ai perdu la main? Salut l'équipe, c'est pas trop logique et on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel achat manga. Comme je l'ai dit en intro, ça fait plus d'un an que j'en ai pas fait, donc j'espère que celui-ci va vous plaire. Donc les achats du mois de juin qui viennent conclure la première partie de cette année, et je crois que j'ai pas sorti beaucoup de vidéos cette année. En tout cas, je vais vous présenter ces achats du mois de juin par éditeur. Alors on commence par Crunchyroll et un seul achat dans cette maison d'édition, le classique et sans Peterlen Daldalan, tome 14, 15, 16, 17. Ouais, ils sont pas dans l'ordre, ça vous fait cringer hein. Donc on poursuit classiquement cette petite aventure, ce petit shonen rafraîchissant qui le reste toujours autant, même si je suis en train de me dire qu'on est déjà au tome 17. Déjà de 1 ça passe super vite parce que Dandadan c'était un des premiers mangas que j'ai présenté sur cette chaîne. Il n'y a toujours pas de quête principale en fait à part récupérer les testiboules de ce bon vieux Karun. Alors je dis pas que ça me plaît pas, mais juste ça laisse un peu rêveur quant à la suite du manga. Est-ce qu'à un moment donné ça va se lancer sur un truc vraiment épique ou juste on va enchaîner sur ces petits arcs un peu gag? Je sais pas. En tout cas, j'aime toujours autant. Voilà, Dandadan, c'est comme ça. On va passer d'un éditeur récurrent sur la chaîne et d'un manga récurrent sur la chaîne à un éditeur qui ne l'est pas du tout, Akata, avec Losers, chronique d'un magazine légendaire en 3 tomes. Pour les plus affûtés et qui ont une bonne mémoire, ça faisait partie des mangas que je voulais absolument acheter cette année. Moi, j'adore les récits qui parlent de l'univers du manga, qui parlent de l'industrie, qui parlent de comment faire un manga. SO Bakuman, vous commencez à connaître. Et quand je vois passer un titre qui s'appelle Chronique d'un magazine légendaire, et en plus s'appelle Losers, je me dis, mais attendez, mais c'est fait pour moi de donner. Prenez mon argent, prenez. Et de quoi ça parle? C'est très simple, ça raconte les chroniques d'un magazine légendaire. Non, ça raconte la création du tout premier hebdomadaire de manga au Japon. Donc c'est vraiment un récit historique sur le passe-temps qui nous anime tous, hein, SO Mangatech. Donc vraiment le magazine qui est sorti avant le Shonen Jump. Donc vraiment un magazine précurseur avec justement des personnes précurseuses en avance sur leur temps. C'est en 3 tomes, l'histoire se boucle très bien, même si je trouve que le 3ème tome va un peu vite. Mais en même temps, c'était pas censé durer sur une décennie, hein, le manga. Ça me donne juste envie d'en avoir plus. Apparemment, l'auteur du manga est assez balèze pour faire ce genre de petit manga biographique, un petit peu historique. En tout cas, moi, je suis très client, donc Akata, merci pour cette œuvre à votre catalogue, n'hésitez pas à en faire plus, moi je suis acheteur, je vous le recommande. En plus ça fait un petit peu écho à ma vidéo La Mangatech de ton grand-père, en présentant l'année 68 et le début du Jump. Donc là on est à peu près à la même époque, et voilà, je me dis que j'ai pas dit que des bêtises dans cette vidéo. On enchaîne avec Kana, et plutôt ici finalement Big Kana, avec Bucket List of the Dead, tome 15 et 16. J'ai été à 2 doigts de vous faire une vidéo, mes mangas plaisir, mes mangas coussins. Alors je parle pas de mangas sur lesquels je me repose ou qui me servent un petit peu à caler des tables, ni de mangas hentai. Je parle de mangas qui te font du bien. Tu vois, tu te poses, tu les lis, t'es bien. T'as envie de les lire, t'as envie de les consommer, tu vois, ça te fait... C'est ton refuge, ta safe place, ton coussin Kinder. Tu vois la pub avec le coussin Kinder là? Bah exactement ça. Et pour moi, Bucket List of the Dead, c'est exactement ça. C'est quelque chose de très 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 léger, qui se prend pas trop la tête, qui est bien dessiné, donc dans l'exécution on n'y a rien à dire, avec une histoire qui te fait voyager au Japon, qui avec un petit peu de sous-texte que tu peux voir par-ci par-là, une petite histoire d'amour, une histoire sur les hikikomori, une histoire sur l'acceptation, aussi sur le fait de profiter de la vie. Voilà, c'est un melting pot de petits sujets sérieux, mais enrobés dans un chocolat fondant, un chocolat qui nous transporte, un chocolat qui nous fait voyager. Et moi c'est tout ce que je demande de ce genre de manga. Du fun, un petit peu de sérieux, et juste une bouffée d'air frais au quotidien. Toujours dans les mangas plaisir, et toujours chez Kana, et toujours chez Big Kana d'ailleurs, Smoking Behind the Supermarket with You, tome 3. Ça, je le laisse à l'écran plus longtemps, même s'il y a la petite affiche en haut à droite, tout simplement parce que c'est un bijou pour moi. J'adore ce manga. C'est très différent de Bucket List of the Dead, hein, évidemment. Là, on est vraiment sur le monde adulte. Il n'y a pas de petits jeux, c'est pas forcément très fun. Mais ça nous parle de relations humaines entre un homme qui va fumer une cigarette derrière un supermarché avec une caissière, qui est grimée, de façon à ce qu'il ne la reconnaisse pas, entre guillemets, parce que c'est également la caissière à laquelle il va faire ses courses, qu'il l'adore.
Et en fait, quand elle est grimée, elle est hyper blasée. Et quand elle est à la caisse, elle est en mode ouais, youpi, qu'est-ce qui se passe, tu vois. C'est très simple comme récit, mais c'est super juste. Je passe toujours un très bon moment en le lisant. Ça prend vraiment son temps, c'est une histoire d'amour un petit peu, j'allais dire à la asiatique, parce que dans les dramas c'est un peu pareil, où en gros t'attends X temps avant qu'ils s'avouent leur amour, même si tu le vois de très loin, t'attends X tomes avant qu'ils ne se tiennent la main, et à la fin du manga t'as un petit bisou et t'es content, tu vois. Mais quand c'est juste, quand c'est bien raconté, quand c'est bien dessiné, quand il y a des péripéties bien que mignonnes et légères, ça fait le café, ça fait même plus que le café, ça te met un petit nuage de lait et du sucre. Franchement, moi je kiffe et je recommande. Je pense que c'est aussi parce que j'arrive à un âge où voilà, je dépasse le shonen pour aller vers des séries un peu plus adultes qui parlent un peu plus de la vie de tous les jours. Peut-être, mais en tout cas, moi j'ai kiffé. Donc je disais, je m'éloigne des shonen pour des récits plus adultes. My Hero Academia, tome 41, 41 et 42, donc qui conclut la série. Bon, alors on est sur le shonen classico par excellence, hein. Voilà, on a eu plusieurs phases dans l'histoire du manga, dans l'histoire du shonen, et My Hero Academia c'est clairement le manga qui a lancé la nouvelle génération, quand il y a eu les Black Clover, etc. Donc on trouve la fin du manga. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Honnêtement, je trouve que le dernier arc a mérité d'être mieux travaillé, dans le sens où je trouve qu'il a duré en longueur. On a tendance à se perdre dans les péripéties, dans les zones de combat, avec chaque super vilain qui combattait contre différents héros. Chaque héros devait avoir un petit peu sa résolution, pareil pour les vilains. Parfois les résolutions étaient un petit peu équivalentes, hein. Je pense à Himiko et à Togurashi. Au gros méchant en gros. Donc c'était un petit peu fouillis, et j'ai trouvé la résolution du méchant, donc Tomura Shigaraki, voilà, c'est ça le nom, super bâclé, dans le sens où tout le manga en gros c'est un petit peu putain, c'est une victime, c'est un petit peu ce que transmettre Deku, c'est une victime, je vais le sauver, je vais le faire sourire, je veux éviter que cet enfant pleure, et c'est un petit peu géré dans un flashback dans la tête, un flashback du présent, enfin c'est assez particulier pour ceux qui ont lu. C'est réglé vraiment comme ça. Et moi je trouve que le personnage méritait mieux. Par contre, une fois que les péripéties sont finies, qu'on arrive au après, moi j'ai trouvé ça top. Là pour le coup, c'est exactement ce qui manque dans certains mangas, où en gros, bah voilà, la quête c'est fini, point. Voilà, il n'y a pas de qu'est-ce qui sont devenus après. Et ça j'ai beaucoup apprécié. Ça me fait penser un peu dans l'idée à Assassination Classroom, où une fois que le manga se finit, on a les qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et le qu'est-ce qu'ils sont devenus, bah c'est exactement ce qu'ils devaient être en fait. C'est... je vais pas spoiler, mais pas mieux. Franchement, comme as. Sauf que ça, c'est la moitié du tome 42. Donc 40, 41 et début du 42, bah, pas ouf. En tout cas, voilà. Maintenant, My Hero Academia, c'est fini. C'est quand même une passe du shonen qui se tourne. Merci à l'auteur pour les milliers de planches, les milliers de pages et les milliers d'heures dans lesquelles on a pu s'investir dans ce manga ou dans l'anime. Maintenant, la suite. Et quand je parle de suite, c'est à raison. Phantom Busters tome 2, un shonen classique relativement, qui nous parle d'exorcisme, de chasse de monstres, de fantômes, avec 4 héros avec des archétypes très précis, à l'école. Voilà, on peut pas faire quasiment plus classique, mais c'est vachement bien. Voilà, ça prend les codes du shonen, ça les adapte à l'univers, c'est bien dessiné, et ça fait le café. Là, pour le coup, j'aime beaucoup Phantom Busters. Comme je dis, c'est du classique, hein, vous allez pas réinventer la roue. Hein. D'ailleurs, ça me fait exactement penser à ce qu'on disait quand Black Clover ou My Hero Academia sont sortis. Voilà, c'est du classique, mais c'est bien fait. Bah, c'est pareil pour Phantom Busters. Moi, j'ai bien accroché au premier tome, j'accroche au deuxième tome. À voir un petit peu où ça nous amène. Hein. Il faut effectivement qu'à un moment donné, ça se lance, qu'il y ait un arc marquant, des péripéties, un grand méchant. Voilà, il faut qu'il y ait ce genre de choses, pas que ça reste juste sympa. Mais pour l'instant, l'univers se met en place, les personnages se mettent en place, j'aime beaucoup. Série qui se termine chez Kiun, Knitting Life tome 2, par Tetsuya Tutsui, qui est un habitué des séries courtes, donc là pour le coup le mec a un savoir-faire. Autant le premier tome, le savoir-faire, j'ai kiffé, autant le tome 2, le savoir-faire, j'ai pas kiffé du tout. Si vous voulez, tout le tome 1 sert à mettre en place un gros événement. Voilà, un truc qui va se passer, ça va être une dinguerie. Bah la dinguerie, elle se passe dans les 10 premières pages, voire même le premier chapitre. Et elle est expédiée. Moi je trouve que le plus intéressant dans le monde du spectacle, dans le monde des arts, c'est qu'il y ait une construction d'un acte, une construction d'un événement, d'un paroxysme, et qu'une fois qu'on y a ce paroxysme, bah voilà, ça pète, et qu'après bah il y ait les actions qui se passent, qu'est-ce qui s'est passé après, la résolution, voilà, le classique en fait d'un récit.
Et moi je trouve que la construction c'est super important. La construction d'un main parfaite. Sauf qu'une fois qu'on a atteint ce paroxysme dans le tome 2, un soufflé. J'ai pas du tout compris ce que voulait nous dire le manga. Donc pour rappel, ça nous parle d'un hikikomori, donc un mec qui reste chez lui toute sa vie, tu vois, qui fait du knitting en gros. Donc il se fait un nid chez lui. Donc on sent que le message c'est non mais c'est pas bien ça, l'humain c'est de la richesse, faut sortir, tout ça, faut pas rester chez soi. On sent que c'est ça le message du manga, ça peut pas être autre chose. Et en fait les seuls personnages humains du manga trahissent tous le héros. Donc en fait les humains ils sont méchants. Bah pourquoi sortir alors? Mais en fait je vais mettre un élément dans les dernières pages et le héros il va avoir envie de sortir, tu vas voir. Ok mais il y a pas de construction qui nous amène à ça. Donc vraiment c'est bon allez je sais pas comment finir, bam résolution. Et ça je déteste ça. Donc pour moi tome 2 Knitting Life pas ouf. Dernier manga chez Kiun, les Cannes l'apothicaire 14. Bah voilà, très bonne série, rien à dire de plus, ça continue sur sa voie. Je suis très content que l'animé ait de très bonnes répercussions. Parce que c'est un manga qui a du vent de fraîcheur, qui est très bien écrit, très intelligent. Avec des relations entre personnages qui sont très bien écrites. Des personnages qui sont charismatiques, avec les prénoms ou les noms qui te restent en tête. On est arrivé à un climax au tome 11-12. Là on se relance sur un nouvel arc. Moi ça me va, on laisse des indices pour la suite. On laisse construire l'arc, j'adore ça, je suis client, donnez-moi plus. On va enchaîner sur Kurokawa, et là je parlais de la construction d'un arc, et là on va parler sur la résolution d'un arc. Vinland Saga, tome 28. Selon les dernières news que j'ai lues, apparemment le manga se finirait cette année au Japon, donc à peu près tome 30 en France. Déçu parce que c'est une très bonne série que j'adore. J'aurais aimé qu'il y en ait plus, mais après voilà, je préfère qu'une série s'arrête quand il n'y a plus rien à raconter plutôt qu'elle soit prolongée jusqu'à être desséchée. Ce tome 28, je l'ai trouvé entre deux eaux. On est vraiment dans le côté péripétie d'un récit, dans l'arc, où il se passe des choses, mais pas des choses avec autant d'importance qu'il devrait y avoir pour l'histoire. Un petit peu du remplissage, de la révélation par-ci par-là, et à la fin un truc impactant. Donc ça nous construit bien le tome 29 et logiquement le tome 30. Mais j'ai peur que la résolution du manga soit un petit peu expédiée. Il y a tellement de personnages à étoffer. J'ai peur que de tomes ce soit léger pour la conclusion. Après j'ai toute confiance en l'auteur. Il nous a montré dans les 27 tomes précédents que c'était un bon auteur. Plus qu'à lui faire confiance. Il y a un certain temps, donc peut-être 3-4 apart que celui-ci, j'avais réalisé une vidéo sur les hentai. Et sur les ecchi, et sur tout ce qui est du genre. Et je me disais que j'aimerais bien avoir un manga avec du nu, des scènes de sexe, qui servent à un récit intéressant, qui a quelque chose à nous raconter. Et j'avais trouvé ça dans Partners 2.0. Donc je continue. Partners 2.0, tome 6, 7, 8. 6, 7, 8, c'est ça. Tome 6 et 8, ça commence à faire beaucoup. Ça nous parle tout simplement d'une relation sans prise de tête entre un personnage masculin et un personnage féminin qui sont potes et qui couchent ensemble. Voilà, globalement, c'est ça le récit. Sauf que ça nous raconte leur quotidien, c'est du slice of life, mais avec du cul. Et je me rends compte que j'aime beaucoup le slice of life. Bon, j'aime aussi les chats. Ramène à Kaneko, tome 3, 4, 5. Ça, je le vois pas beaucoup passer ce manga, et pourtant je le trouve super bon. Ça nous parle d'un restaurant de ramen qui est tenu par des chats, donc qui peuvent parler, qui peuvent se tenir sous leurs deux pattes. Et d'un coup, ce restaurant de ramen emploie une humaine. Et ça, c'est le début. Et après, il se passe des choses. Voilà. Et ça avec des chats. Et c'est mimes. Et c'est un manga chocobon, Kinder, tout ce que tu veux. J'aime beaucoup. Le dessin est pas ouf, on va pas se le cacher. Mais ça fait le taf, dans le sens, c'est tellement un petit peu brouillon que ça en est mignon. Et des chats, c'est mignon. Donc ça marche. Ça nous raconte juste la vie en fait de ces employés qui sont des chats, de cet employé qui est une humaine, des rapports avec les clients qui sont des humains, parfois des backgrounds un peu bressons avec les chats. C'est un slice of life d'entreprise, un slice of life, c'est dur à dire, de restaurant de ramen avec des chats. Parfois, faut pas aller chercher super loin. Et parfois, pour faire un bon manga, il faut aller chercher super loin. Kingdom, tome 31, 32, 33, 34. L'abonnement Meian. Comment j'ai fait pour ne pas lire Kingdom avant? J'ai tellement kiffé Kingdom que j'ai fait une vidéo dynastie d'auteur sur le auteur, justement. D'ailleurs, merci pour les 10 000 vues, c'est la vidéo qui a le plus marché de ma chaîne. Donc si vous voulez voir d'autres contenus comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner. Kingdom, tout a été dit sur ce manga. Là, on vient de clore un gros arc qui était l'arc de la coalition.
Est-ce que c'est possible que dans Kingdom, il y ait à un moment donné un tome qui soit pas ouf ou un personnage qui soit pas bien écrit? Non, je crois que c'est pas possible. En tout cas, 34 tomes, toujours que de la pépite. Let's go pour la suite. Glénat, Blue Giant Explorer, tome 6, 7, 8, qui est la suite de Blue Giant Supreme, qui est la suite de Blue Giant, qui est un de mes mangas préférés, qui continue d'être un de mes mangas préférés. Ça nous parle toujours de musique, ça nous en parle toujours bien, ça parle de quête de sens, de quête d'un rêve, de quête du suprême, mais sans le côté un petit peu shonen, sans le côté allez c'est mon rêve et d'un coup ça va se réaliser. Non, non, t'as les efforts derrière, t'as la concentration, t'as les sacrifices, très juste toujours, avec un personnage toujours bien écrit et des dessins toujours magnifiques. Je crois qu'on n'arrive pas loin de la fin de cette 3ème série Blue Giant, et que Blue Giant Momentum n'est pas très loin en France. Kotaro en solo, tome 4, voilà, toujours très mignon, toujours très sombre, toujours très touchant. Voilà, moi j'adore cette série, j'ai commencé à regarder l'anime en parallèle, sans avancer sur le manga, qui est sur Netflix, pour que je puisse avoir plus de l'univers. Ça m'a jamais fait ça. En fait, je vois 2 fois la même histoire, sur 2 médias différents, en même temps. Mais c'est dire que en fait, l'histoire est touchante, que l'histoire est bien rythmée, que c'est cool, quoi, tout simplement. Et on va finir cet achat manga par Mangetsu, qui est aussi rare dans ces achats manga, avec un titre totalement what the fuck, K-pop Cross Yakuza. Et là, je vais vous laisser 3 secondes que vous imaginez de quoi ça parle. K-pop Cross Yakuza, ça nous parle d'un mec qui va à un concert de K-pop et qui tombe amoureux de l'univers, qui tombe amoureux d'un idol et qui se dit toute ma vie maintenant va être guidée par la K-pop et par cet idol. C'est un one shot, c'est what the fuck au possible, mais c'est vachement drôle et parfois il en faut pas plus, tu vois, un petit truc what the fuck, un petit brin de sucré dans cet univers de salé bresson. Moi je dis oui, moi et banco. Ça aurait même pu faire une série en vrai, c'est un peu une vibe Sakamoto Days, un peu une vibe La Voix du Tablier. Ça aurait pu faire une série. Maintenant c'est qu'un one shot qui remplit son rôle à merveille. Que dire de plus? Tu passes un bon moment. Ce sera pas un must-have dans sa manga tech, mais ça fait toujours plaisir. Voilà l'équipe, on a fini cet achat manga et je me rends compte que ouais j'ai perdu la main. J'ai pas présenté tant de manga que ça et la vidéo est super longue. Bon, bah j'espère au moins que vous l'avez kiffé. Si vous avez quelque chose à dire, mettez-le en commentaire. Lâchez un like si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour voir la suite. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.